Bonsoir, bienvenue dans le 18h Archive. La rédaction de Télé Nantes rouvre les dossiers et vous donne des nouvelles de sujets traités il y a plusieurs mois. Dans la deuxième partie de l'émission, avec mes invités, Olivier Hanzo et Ludwig Collin, délégués syndicaux sud de l'usine Seita de Carquefou. On reviendra sur le combat mené l'an dernier après l'annonce de la fermeture de l'usine. Mais avant cela, on revient sur quelques actualités en bref. Ça fait déjà 5 ans qu'il a fait son apparition sur notre département. Au printemps 2010, les premiers nids de frelons asiatiques étaient repérés en Loire-Atlantique. Et depuis, l'insecte n'a cessé de se développer. En 2011, 129 nids avaient été comptabilisés par la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, la FDGDON. En 2014, ce chiffre avait été multiplié par plus de 18 et la progression se poursuit. La FDGDON tente d'organiser la lutte contre le frelon asiatique avec les collectivités locales, car l'invasion de ce frelon reconnaissable avec son corps noir, a des conséquences considérables sur les abeilles. Sa prolifération a d'ailleurs conduit le conseil départemental à déplacer les ruches présentes sur le toit de l'hôtel départemental il y a peu, car elles étaient victimes d'attaques répétées. Fin août, les participants à un trail à Savenay ont d'ailleurs été victimes d'une attaque. C'est donc une affaire à suivre. Autre fléau et autre lutte, celle que mène depuis 4 ans maintenant l'ASPRO contre le chômage des seniors. Cette association fondée en 2011 par Jean-Yves Lanton s'est fait connaître en organisant des cafés actifs seniors, des rendez-vous ouverts en priorité aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et au cours desquels des conférences, des rencontres avec des entrepreneurs ou des ateliers thématiques sont organisés. Depuis 2011, une cinquantaine de cafés actifs seniors ont été organisés. Le constat, selon le fondateur Jean-Yves Lanton, c'est que l'appellation senior est de moins en moins justifiée. De plus en plus de salariés de moins de 50 ans sont présents. La situation générale se dégrade, selon lui, même si l'association a permis à certains d'entre eux de rebondir, de trouver un emploi ou de le créer. En tout cas, l'ASPRO attaque sa 5e année avec un prochain café actif programmé le 8 octobre prochain. Ça se passe au restaurant La Fantasia de Marrakech, c'est dans la zone d'activité d'Atlantis. Et pour plus d'infos, il y a ce site internet qui s'affiche. On passe tout de suite à la partie invitée de l'émission. C'était le 14 avril 2014, la direction du groupe britannique Imperial Tobacco annonçait la fermeture de plusieurs de ses usines françaises, dont celle située à Carquefou, qui emploie 327 salariés. Bonsoir Ludovic Collin, bonsoir Christophe Hanzo. Vous êtes tous les deux des anciens ou des actuels, on va expliquer la nuance, salariés de la Seita à Carquefou. Vous étiez en outre représentant du personnel, délégué syndicaux Sud. On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé depuis la fermeture du site. Mais tout d'abord, 14 avril, officialisation de cette fermeture. Évidemment, j'imagine que pour tout le monde, pour vous compris, c'est un véritable choc. Oui, effectivement, c'est un choc qui a été vécu, d'autant plus que Nantes était une usine composée en grande partie de personnes qui avaient déjà muté d'autres sites qui avaient fermé. Donc oui, c'est gros coup de bambou, et notamment pour les Strasbourgeois, les médecins qui, eux, ont muté, le dernier plan social datait de 2008. C'est-à-dire qu'il y a des gens à Carquefou qui avaient déjà subi un premier plan et qui avaient déjà été obligés de déménager quelques années plus tôt. Strasbourg et Metz. Metz, des Castelroussins, les Bordelais, Morlaix aussi également. Morlaix, enfin voilà, il y a toute la France, quoi. Derrière, il y a eu de la part des salariés plus de 6 mois de mobilisation de toute forme. On vous a, dans un premier temps, mis au repos forcé. J'imagine que ça, c'est quand même très compliqué à vivre au quotidien. C'est vrai que ça a été un conflit très particulier, très, très dur, très éprouvant pour l'ensemble des salariés. C'est vrai que tout de suite, on nous a mis en opposition, on nous a contraints. C'est vrai qu'il y a eu des moments très, très difficiles. C'est vrai que de ne pas pouvoir retourner dans l'atelier, c'est aussi compliqué. Il faut occuper les journées, quoi, tout simplement. C'est ça. Et puis, il n'y a pas moyen de faire des assemblées générales. Il n'y a pas de salle, il n'y a rien. On est obligé de s'organiser sur les parkings pour se tenir informé. C'est vrai que d'être licencié, de ne pas pouvoir aller chercher ses affaires dans son usine, d'être accompagné par des agents de sécurité pour récupérer ses effets personnels, c'est vrai que psychologiquement, c'est très marquant.
Alors cette mobilisation, elle a pris plusieurs formes. Je vous propose de regarder ce sujet qui date du 22 septembre, quasiment un an jour pour jour. C'est un jour où vous étiez monté à Paris pour appuyer les négociations qui se déroulaient là-bas à ce moment-là. On regarde le sujet, on en parle juste après. Ils ont pris la route à l'aube, direction Paris pour ces 3 bus dans lesquels 150 des 327 salariés de la Saïta ont pris place. Un périple en forme de baroud d'honneur. On arrive pratiquement au terme des négociations et nous on revendique depuis un moment justement que cette durée n'est pas assez longue. Donc voilà, donc c'est une des causes pour laquelle on se déplace. Moi c'est la colère qui me tient debout. Voilà. Donc j'ai pas encore lâché cette colère parce que pour moi cette fermeture n'est pas justifiée. À l'arrivée, les employés carquefoliens sont rejoints par des collègues d'autres sites. Un cortège de 200 personnes s'élance dans les rues de la capitale. Pour les délégués syndicaux, au-delà des négociations sur les indemnités de licenciement, c'est la fermeture même du site qui ne passe toujours pas. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière réunion au niveau du plan. La chose ce qui nous est complètement inadmissible, c'est qu'effectivement, on va mettre des mesures financières, somme toute insuffisantes clairement, mais absolument rien sur le reclassement interne, c'est vraiment rien du tout. Donc au niveau de l'emploi, nos collègues, il va falloir qu'ils cherchent du travail ailleurs. Bloqués à l'extérieur de l'Assemblée nationale par les CRS, les manifestants prennent donc la direction du siège du Parti socialiste, rue de Solferino, où une délégation est reçue. Puis direction le siège d'Imperial Tobacco, terminus du périple des salariés carquefoliens, qui espèrent que leur coup de force portera ses fruits. Voilà, Ludovic Collin, j'imagine que c'est des souvenirs qui remontent, c'est des moments évidemment prenants. Oui, beaucoup d'émotions, parce que c'est des moments forts, des moments où on a été aussi malmenés, parce qu'on ne nous a pas laissé du tout faire notre manifestation comme on l'entendait. On a été même à certains moments parqués. Donc oui, moment fort, beaucoup d'amertume sur ces moments passés, mais aussi une grande fierté aussi de s'être bagarré comme ça et puis de ne pas s'être laissé faire. On voit votre collègue Christophe Enzo qui dit « je tiens sur la colère ». C'était son cas, mais c'était le cas de beaucoup d'entre vous. Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'injustice parce que quand c'est un groupe qui est ultra bénéficiaire, qui rentre énormément d'argent, la fermeture est incompréhensible, une délocalisation, personne au niveau des représentants de l'État qui se manifestent pour essayer d'appuyer ou de défendre les salariés qui sont jetés à la rue. Donc effectivement, il y a beaucoup d'incompréhension et de colère parce que c'est surtout ça en fait. C'était le groupe numéro 1 en France niveau bénéfice et c'est vrai que derrière ça peut laisser présager que si un tel groupe peut licencier, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Leur argument c'était de dire le site de Carquefou il est pas assez rentable, c'est ça? Non, leur argument c'était de dire que le marché européen était un marché mature, qu'il y avait des baisses de vente de cigarettes qui étaient enregistrées. Mais bon, les résultats étaient là. Et puis, ce qu'on peut constater maintenant, c'est qu'il y a une reprise de la consommation de cigarettes. Certes, peut-être pas pour ITG, mais après, il y a des choix peut-être sur l'orientation commerciale qui est peut-être à revoir. Alors, si on déroule le fil de cette mobilisation, il y a eu ensuite une grève de la faim qui a duré près de 17 jours pour certains de vos collègues. Là aussi, c'est un moment qui est... Évidemment, on ne fait pas une grève de la faim pour le plaisir et pour les médias. Et puis finalement, 23 octobre, la signature d'un accord sur le plan social. Vous êtes parti, le syndicat Sud, dont vous faites partie, n'était pas forcément totalement OK avec ce plan. Vous pensiez qu'il y avait peut-être plus de choses à obtenir ? Oui, alors on était un petit peu partagés, un petit peu comme les salariés, tout ça. Le gros souci, c'est qu'avec l'ANI qui est passé, c'est qu'on met des dates butoirs et on ne peut pas aller au-delà de ces dates. Tout doit passer par la négociation. Et sachant que les négociations sont bloquées par ces histoires de dates. Et du coup, la direction a très bien joué là-dessus. Et elle a fait que, de toute façon, c'était la date butoir, c'était celle-ci. Et elle n'a jamais voulu rallonger le calendrier, alors qu'on avait 6 mois de négociation. Mais dedans, il y avait 2 mois d'été où rien n'allait se passer. Donc... forcément, on n'était pas d'accord là-dessus parce qu'on a participé à certaines de ces réunions de négociation. Et on peut faire que défiler...
point par point à chaque réunion, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas, c'est insuffisant. Et on n'a pas vraiment le temps de vraiment négocier. Il aurait fallu passer, je ne sais pas, peut-être une semaine sur chaque point pour vraiment aller au fond des choses. C'est vrai que c'était aussi délicat et compliqué parce qu'il y avait justement ces grévistes de la faim qui ont quand même mis leur vie en danger. Ça a été quand même long. 18 jours de grève de la faim, c'est quand même pas anodin. Psychologiquement, pour eux, pour leur famille, pour nos autres collègues et pour nous-mêmes, c'était très dur. Et c'est vrai que comme il n'y a pas eu non plus d'aide ou d'appui par rapport à la grève de la faim, c'est vrai que c'est compliqué de signer. Nous, on n'était pas aux 2 dernières réunions de négociation, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a la responsabilité de la santé de nos collègues qui étaient en grève de la faim. Donc on se retrouve un peu au pied du mur, quoi. Vous aviez également entamé une action en justice. Ça, c'était un petit peu auparavant de la signature de cet accord. Vous aviez fait appel à un avocat un peu spécialisé, Fyodor Rilov, qui voulait faire reconnaître la cause du licenciement n'était pas réelle. Cette procédure, elle a abouti ou finalement elle s'est retrouvée caduque par la signature du plan social? Bon, elle ne s'est pas trouvée caduque, mais c'est clair que ça a diminué quand même l'impact qu'aurait eu ce recours. Donc du coup, on a été déboutés, y compris en appel, mais je pense que l'attaque était bonne. C'est juste la signature qui a peut-être un petit peu compromis les choses. Après la signature de ce plan, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que vous êtes en contact avec certains autres salariés. Certains ont été licenciés, d'autres non, en fonction de leur statut. Vous avez été en contact encore avec des salariés? Oui, complètement. C'est vrai que ça a même été compliqué, même pour certains, et certaines clauses, normalement, qui avaient été signées lors du PSE. Ça a été compliqué de la mettre en place, notamment pour ceux qui voulaient créer des entreprises. Donc, nous, on a continué de suivre, de les accompagner, tous syndicats confondus d'ailleurs. Et donc effectivement, on maintenait des AG annuels et on essayait de suivre les dossiers parce qu'on avait des remontées que c'était compliqué, que ce soit pour les personnes qui souhaitaient muter ou celles qui voulaient créer une entreprise. C'est difficile de passer à autre chose, quoi. C'est ça. Celles qui s'orientaient vers la formation, c'était déjà un peu plus simple, on va dire. Alors, justement, vous aviez l'envie de passer à autre chose et vous aviez eu ce projet de lancer une activité, de lancer une SCOP, c'est-à-dire une entreprise dirigée par ses salariés. En fait, on peut résumer ça comme ça. Brest Tobacco, le principe, c'était de fabriquer des cigarettes en local, c'est-à-dire entièrement local, fabriquées en local avec des produits locaux. Le préalable, c'est de pouvoir avoir les outils pour les fabriquer. Et là, vous avez entamé au printemps dernier des négociations, on peut le dire, avec la direction d'Imperial Tobacco pour dire, voilà, on a ce projet, on voudrait obtenir ces machines. Aujourd'hui, on en est où de ce projet ? Oui, alors effectivement, on s'est mis en rapport avec la direction d'Imperial Tobacco pour essayer d'avoir ces groupes de fabrication. Ces groupes de fabrication qui sont destinés d'ailleurs à la casse, à la ferraille. Donc on a eu cette idée avec Olivier de lancer justement, de recréer une cigarette qui serait fabriquée localement avec le maximum de produits l'intégrant qui soient issus du local. Donc, et des employés aussi qui soient issus d'anciens Saïta, quoi. Tout à fait. En fait, le projet de base, c'était qu'il y avait très peu d'emplois qui étaient proposés au reclassement interne pour l'ensemble des salariés. Donc l'idée de creuser sur un projet de scope pouvait permettre de proposer davantage de postes et de participer à la revitalisation du bassin de l'emploi. Et que tout le monde s'y retrouve aussi, finalement. C'est ça. C'est pour ça que dès le départ, on s'est rapproché des douanes pour voir si un tel projet pouvait se mettre en place. On s'est rapproché également de la direction de la CEITA pour voir si éventuellement une session pourrait se faire. Et donc, on a eu un accord oral. Donc, on a continué à monter le projet, à progresser dessus. Donc, on a choisi une identité locale pour s'opposer justement aux délocalisations qu'on subissait. Et depuis cet accord verbal, la CEITA fait un peu traîner les choses, quoi. Fait même complètement traîner les choses, on peut le dire. C'est ça, complètement. Et c'est vrai qu'on a eu contact avec eux aussi au printemps pour avoir l'obtention de ces outils de production. On a encore eu un accord oral. La condition était qu'on présente un business plan. On l'a remis au cabinet de reclassement qui a été mandaté par le PSE qui est Altedia. De là, nous n'avons pas reçu la formalisation écrite de la part de la CEITA, donc on a décidé de refaire des communiqués de presse et d'avoir un conseil, le cabinet Antalis qui nous suit d'ailleurs. Et donc on a quand même réussi à avoir un contact définitif après les communiqués de presse avec la direction de la CEITA qui nous donne rendez-vous le 28. Donc le 28, vous espérez au moins être fixé, parce que le problème c'est ça, c'est à un moment de dire c'est oui ou c'est non, mais vous avez besoin pour avancer
d'avoir une réponse ferme et définitive. Oui, concrètement, on a des collègues qui sont déjà licenciés, donc qui sont sur leur congé de reclassement, et ils ont besoin d'être fixés, ils ont besoin d'avancer, ils ne peuvent pas nous attendre éternellement. Donc on a besoin de savoir si c'est oui, si c'est non. Si c'est non, eux, ils vont pouvoir réorienter leur reconversion autrement, et si c'est oui, on peut continuer à travailler sur le projet et puis le faire évoluer de façon à ce qu'il voit le jour dans les mois qui vont venir. En même temps, c'est vrai qu'on comprendrait mal qu'il y ait une réponse négative vu qu'il y a eu un engagement oral au préalable, étant donné qu'en plus on se déplace à Paris avec l'intégralité des documents demandés, de surcroît l'étude de marché qu'on laissera à consultation. Si lundi prochain, le 28, donc, Imperial Tobacco dit OK, c'est bon pour les machines, on peut imaginer que ce projet se concrétise d'ici combien de temps ? D'ici le premier semestre 2016, sachant que ce projet a suscité beaucoup aussi d'intérêt et d'engagement de la part de beaucoup de personnes. Donc Brest Tobacco, on l'a choisi par rapport à l'identité bretonne de Loire-Atlantique. Pourquoi Brest Tobacco, économiquement aussi, stratégiquement, c'est plus intéressant puisque la Bretagne est reconnue mondialement. Donc c'était vraiment cette stratégie-là. Nous, on voulait rester sur un espace régional, pas faire concurrence à Imperial Tobacco, proposer un autre produit de qualité. Et justement, on a eu des premiers contacts avec l'école supérieure d'agronomie de Rennes qui serait prêt à déployer des étudiants pour voir si on peut replanter du tabac en Bretagne. C'est pas simplement une lubie, c'est-à-dire que vous vous appuyez sur des choses concrètes. Aujourd'hui, en un mot, vous y croyez ? Complètement. Oui, complètement. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents dans le 18h Archives. On suivra évidemment les suites de cette histoire, et notamment en priorité dès lundi prochain, ce rendez-vous avec Imperial Tobacco. Et puis on envoie évidemment peut-être un petit coucou à tous les anciens de la CETA qui nous regardent peut-être. Complètement, une grosse pensée pour eux. Merci beaucoup encore une fois d'être venu sur le plateau. C'est la fin de ce 18h Archives. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.teleon.com et puis bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Très bonne soirée.